Morgane, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai une petite tête, je dors très mal en ce moment. Oui, je vous le dis si ça vous intéresse. C'est pas sûr du tout. Ou c'est peut-être pour trouver des excuses à une lecture qui serait de moyenne qualité. Néanmoins, voilà, comme ça vous le savez, je dors mal et je suis fatiguée. Donc, peut-être que je vais moins bien lire. Néanmoins, j'espère que vous allez bien. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vais reprendre tout de suite Frankenstein de Mary Shelley. Et nous en sommes au chapitre 14. Voilà. Pardon. Chapitre 14. Telle était l'histoire de mes chers voisins. J'en fus profondément frappée. J'appris même, en comparant les positions de la vie sociale qu'elle développait, à admirer les vertus de cette famille et à détester les vices de l'espèce humaine. Cependant, le crime me paraissait un mal dont j'étais loin. La bienveillance et la générosité étaient toujours devant mes yeux et m'inspiraient le désir de devenir acteur dans cette scène active où tant d'admirables qualités étaient déployées et mises en jeu. Mais, en faisant le récit des progrès de mon intelligence, je ne dois pas omettre une circonstance qui remonte au commencement du mois d'août de la même année. J'étais allée un soir, suivant ma coutume, dans le bois voisin où je ramassais ma nourriture et d'où je rapportais du bois pour mes protecteurs. Je trouvai par terre un porte-manteau de cuir qui contenait plusieurs articles d'habillement et quelques livres. Je m'en emparai avec empressement et je revins avec ma prise dans ma cabane. Heureusement, les livres étaient écrits dans la langue dont j'avais appris les éléments à la chaumière. C'était Le Paradis perdu de Milton, oui, un volume des vies de Plutarque et les souffrances du jeune Werther. Je ressentis la joie la plus vive de posséder ces trésors. Je me mis à étudier avec ardeur et j'exerçais mon esprit sur ces histoires pendant que mes amis se livraient à leurs occupations ordinaires. J'aurais peine à vous décrire l'effet de ces livres. Ils me présentèrent une infinité de nouvelles images et de nouveaux sentiments qui me remplissaient quelquefois de ravissement, mais plus souvent me jetaient dans la plus profonde affliction. Dans Werther, dont l'histoire simple et touchante offre déjà beaucoup d'intérêt, on examine tant d'opinions et on répand tant de lumière sur ce qui avait été précédemment obscur pour moi, que j'y trouvais une source intarissable de réflexion et de nombreux motifs d'étonnement. Les habitudes douces et domestiques qu'il décrivait, les nobles sentiments et les sensations dont il parlait et qui se portent vers un autre objet que soi-même s'accordaient bien avec l'expérience que j'avais acquise parmi mes protecteurs et avec les besoins qui naissaient pour toujours dans mon sein. Mais Werther lui-même me parut un être plus divin qu'aucun de ceux que j'avais vus ou imaginés. Son caractère était exempt de prétention, mais il était réfléchi. Les discussions sur la mort et le suicide étaient propres à me remplir de surprise. Je ne prétendais pas juger la question, mais j'inclinais vers les opinions du héros dont je pleurais la fin sans la comprendre précisément. Cependant, en lisant, je faisais une application plus personnelle à mes propres sensations et à mon état. Il me parut que j'avais quelques ressemblances et en même temps une étrange différence avec les êtres dont je lisais l'histoire et ceux dont j'écoutais la conversation. Je sympathisais avec eux, je les comprenais en partie, mais je n'avais pas l'esprit formé. Je ne dépendais de personne, je n'avais de rapport avec qui que ce fût. Je pouvais librement cheminer vers la tombe. Personne ne devait venir verser des pleurs sur ma cendre. Mon extérieur était hideux et ma stature gigantesque.
Que devais-je en penser? Qui étais-je? Qu'étais-je? D'où venais-je? Quelle était ma destinée? Ces questions revenaient sans cesse, sans que je pusse les résoudre. Les volumes des vies de Plutarque qui étaient tombés entre mes mains contenaient les histoires des premiers fondateurs des anciennes républiques. Ce livre fit sur moi une impression entièrement différente de celle que j'avais éprouvée en lisant Werther. Les rêveries de ce jeune Allemand m'avaient appris à connaître le désespoir et les passions. Plutarque me montra de hautes pensées. Il m'élevait au-dessus de la sphère bornée de mes propres réflexions à un point où je pouvais admirer et aimer les héros des siècles passés. Il y avait, dans ce que je lisais, beaucoup de choses qui étaient au-dessus de mon intelligence et de mon expérience. J'avais une connaissance très confuse des royaumes, des vastes continents, des grandes rivières et des mers sans limite, mais je ne connaissais nullement les villes ni les grandes réunions d'hommes. La chaumière de mes protecteurs était la seule école où j'eusse étudié la nature humaine. Plutarque me développa des actions nouvelles et plus fortes. En lisant l'histoire de ces hommes versés dans les affaires publiques qui gouvernaient ou massacraient leurs semblables, je sentis naître en moi un ardent amour de la vertu et une profonde horreur du crime, termes dont je ne comprenais pas bien la signification, mais qui, selon moi, n'avaient pas d'autre rapport qu'au plaisir et à la peine. Ces sentiments me portèrent naturellement à admirer les législateurs pacifiques, tels que Numa, Solon et Lycurgue, de préférence à Romulus et Thésée. La vie patriarcale de mes protecteurs contribua à graver fortement ces impressions dans mon esprit. Il se peut cependant qu'elles eussent été toutes différentes si j'eusse été initiée au monde par un jeune soldat passionné pour la gloire et le carnage. Le paradis perdu excita des émotions tout autres et bien plus profondes. Il en fut de cet ouvrage comme des deux autres. Je le pris pour une histoire véritable. Je me sentis agitée par tous les sentiments d'étonnement et de crainte que devait exciter la peinture d'un Dieu tout-puissant, en guerre avec ceux qui l'avaient créé. Souvent je m'appliquais à moi-même diverses situations qui offraient un rapport frappant avec la mienne. Selon toute apparence, j'avais été créée comme Adam, sans tenir en rien à un être vivant. Mais d'un autre côté, son état était bien différent du mien. Il était sorti des mains de Dieu parfait, heureux et prospère. Il restait sous la garde même de son Créateur, pouvait lui parler et s'instruire en communiquant avec des êtres d'une nature supérieure. Moi, j'étais malheureux, sans appui et seul. Plus d'une fois, je considérais Satan comme l'emblème le plus fidèle de ma condition. Souvent, en effet, en voyant le bonheur de mes protecteurs, je me sentais comme lui, empli d'un sentiment d'envie. Excusez-moi. Voilà, j'ai baillé. Maintenant, je vais recommencer. Excusez-moi. Une autre circonstance me confirma dans l'opinion que j'avais de moi-même. Peu de temps après mon arrivée dans la cabane, je découvris quelques papiers dans la poche du vêtement que j'avais emporté de votre laboratoire. Je les avais d'abord négligés, mais à présent que je pouvais déchiffrer les caractères qui étaient tracés, je me mis à les étudier. C'était un journal écrit par vous et relatif aux 4 premiers mois qui précédèrent ma création. Vous décriviez avec un soin minutieux chaque opération qui concourait au progrès de votre ouvrage. Vous mêliez à cette histoire le récit des événements qui avaient rapport à votre famille. Vous vous souvenez sans doute de ces papiers. Les voici. Rien n'est omis de ce qui a rapport à mon origine maudite. Toutes les circonstances qui l'ont amené,
quelques dégoûts qu'elles offrent y sont fidèlement conservés. La description la plus minutieuse de mon odieuse et dégoûtante personne est tracée dans des termes qui peignaient votre horreur même et rendaient la mienne inaltérable. J'étais dans une souffrance affreuse en lisant ces notes. « Jour odieux où je reçus la vie, m'écriai-je avec désespoir. Maudit Créateur, pourquoi as-tu formé un monstre si hideux que toi-même tu t'en es éloigné avec dégoût? Tu as fait l'homme beau, agréable à son image. Ma forme présente aussi une ressemblance avec la tienne, mais une ressemblance horrible, plus horrible même par la ressemblance. Satan avait ses compagnons, ses diables, pour l'admirer, pour l'encourager, et moi, je suis solitaire et détesté. » Telles étaient mes réflexions pendant mes moments de désespoir et de solitude, mais, revenant à contempler les vertus des habitants de la Chaumière, leur caractère aimable et bienveillant, je me persuadais que, lorsqu'ils connaîtraient mon admiration pour leurs vertus, ils auraient compassion de moi et ne feraient pas attention à ma difformité personnelle. Pourrait-il éloigner d'eux un être, monstrueux il est vrai, mais qui implorait leur compassion et leur amitié? Je résolus, du moins, de ne pas désespérer et, à tout événement, de me préparer à une entrevue qui déciderait de ma destinée. Je retardais cet essai de quelques mois, car le succès en était assez important pour m'inspirer la crainte de ne pas réussir. Du reste, j'acquérais tant d'expérience chaque jour que je ne voulus commencer cette entreprise qu'après avoir ajouté quelques mois de plus à ma sagesse. Je remarquais pendant ce temps plusieurs changements dans la Chaumière. La présence de sa fille répandait le bonheur et même plus d'abondance parmi les personnes qui l'environnaient. Félix et Agathe donnaient plus de temps à leurs amusements et à leurs causeries, et ils étaient aidés dans leurs travaux par des domestiques. Ils ne paraissaient pas riches, mais ils étaient contents et heureux. Leurs sentiments étaient paisibles, tandis que les miens devenaient de jour en jour plus tumultueux. Le progrès de mes connaissances ne servait qu'à me montrer plus clairement dans quelle affreuse position j'étais placée. J'entretenais l'espérance, il est vrai, mais elle s'évanouissait toujours au moment où je voyais ma personne réfléchie dans l'eau, ou mon ombre à la clarté de la lune, faible image, ombre inconstante, dont je m'effrayais moi-même. Je m'efforçais de bannir ces craintes et de m'affermir pour l'épreuve que j'avais intention de subir dans quelques mois. Quelquefois, je laissais mes pensées s'abandonner au délire et errer dans les plaines du paradis. J'osais me représenter ces êtres bons et aimables, sympathisant avec mes sentiments et dissipant ma tristesse. Je croyais voir leurs figures angéliques sourire pour me consoler. Rêves insensés. Une Ève n'adoucissait pas mes chagrins, ne partageait point mes pensées. J'étais seule. Je me souvenais de la prière qu'Adam adressa à son Créateur. Mais où était le mien? Il m'avait abandonnée et, dans l'amertume de mon cœur, je le maudissais. L'automne se passa ainsi. Je vis avec surprise et chagrin les feuilles décroître et tomber. L'automne se passa ainsi. Je vis avec surprise et chagrin les feuilles décroître et tomber, et la nature reprendre cet aspect stérile et froid qu'elle présentait lorsque je vis pour la première fois les bois et la lune bienfaisante. Cependant, je ne fis pas attention à la température froide de la saison. J'étais plus propre, par mon organisation, à endurer le froid que la chaleur. Mon plus grand plaisir était de voir les fleurs, les oiseaux et tout le cortège enchanteur de l'été. Privé de ces agréments, je tournais davantage mon attention vers les habitants de la Chaumière.
L'absence de l'été n'avait pas diminué leur bonheur. Ce bonheur était de s'aimer et de se convenir. Ils ne dépendaient que d'eux-mêmes et n'étaient pas interrompus par ce qui se passait autour d'eux. Plus je les voyais, plus j'avais le désir de réclamer leur protection et leur amitié. Mon cœur avait besoin d'être connu et aimé de ces intéressantes créatures. Toute mon ambition se bornait à voir leurs doux regards tournés avec affection vers moi. Je n'osais penser qu'ils les détourneraient avec mépris et horreur. Le pauvre qui s'arrêtait à leur porte n'était jamais repoussé. Je demandais, il est vrai, des trésors bien plus grands qu'un peu de nourriture ou du repos. Je prétendais à l'amitié, à la sympathie, et je ne m'en croyais pas tout à fait indigne. L'hiver approchait, et une révolution complète des saisons avait eu lieu depuis que j'étais animée par la vie. Mon attention, à cette époque, fut tournée entièrement vers le plan que je m'étais formé et qui était de m'introduire dans la chaumière de mes protecteurs. Je conçus une foule de projets, mais celui auquel je m'arrêtais fut d'entrer dans leur habitation au moment où le vieillard aveugle serait seul. J'avais assez de sagacité pour deviner que ma laideur hideuse et surnaturelle était le principal objet d'horreur. Pour ceux qui m'avaient vu précédemment, ma voix, quoique dure, n'était rien de terrible. Je pensais donc que, si pendant l'absence de ces enfants, je pouvais obtenir la bienveillance et la médiation du vieux de Lacey, je parviendrais, grâce à lui, à être tolérée par mes plus jeunes protecteurs. Un jour, le soleil brillait sur les feuilles rougeâtres dont la terre était jonchée et inspirait la gaieté sans répandre la chaleur. Sa fille, Agathe et Félix partirent pour faire une longue promenade dans la campagne et le vieillard, qui avait exprimé le désir de ne pas les accompagner, resta seul dans la chaumière. À peine ses enfants étaient-ils partis qu'il prit sa guitare et joua plusieurs airs d'une mélancolie douce, plus douce même qu'aucun de ceux que j'avais entendus auparavant. Sa figure était d'abord animée par le plaisir, mais bientôt elle exprima la méditation et la tristesse. Enfin, le vieillard mit l'instrument de côté et resta absorbé dans ses rêveries. Mon cœur palpitait avec force. C'était l'heure, le moment de l'épreuve qui devait confirmer mes espérances ou réaliser mes craintes. Les domestiques étaient allés à une fête voisine. Tout était silencieux dedans et autour de la chaumière. L'occasion était excellente. Cependant, au moment où j'allais mettre mon plan à exécution, je sentis mes forces défaillir et je tombais à terre. Je me relevai, m'armai de toute la fermeté dont j'étais capable et j'écartai les planches que j'avais placées devant ma cabane pour cacher ma retraite. L'air frais me ranima. Je m'affermis de nouveau dans ma détermination et m'approchai de la porte de ma chaumière. Je frappai. « Qui est là ?» dit le vieillard. « Entrez. »« Excusez-moi, lui dis-je, je suis un voyageur qui a besoin d'un peu de repos et que vous obligeriez beaucoup si vous vouliez permettre qu'il restât quelques minutes devant le feu. »« Entrez, dit de Lacey, et je chercherai à vous soulager, mais malheureusement mes enfants sont sortis et puisque je suis aveugle, je crains qu'il me soit difficile de vous offrir quelque nourriture. N'en soyez pas en peine, mon généreux hôte. Je n'en ai pas besoin, je ne réclame qu'un peu de chaleur et de repos. » Je m'assis et il y eut un moment de silence. Je savais que chaque minute m'était précieuse. Cependant, j'étais indécis sur la manière dont je commencerais l'entretien. Mais le vieillard me tira d'embarras en disant « Étranger, je suppose à votre langage que vous êtes mon compatriote. Êtes-vous français ?»« Non. J'ai été élevé par une famille française et je ne comprends que la langue de ce pays. Je vais en ce moment réclamer la protection de quelques amis que j'aime sincèrement
et dont j'espère obtenir l'amitié. Sont-ils allemands? Non, ils sont français. Mais changeons de conversation. Je suis une créature malheureuse et abandonnée. Je regarde autour de moi et je n'ai ni parents ni amis sur la terre. Ces aimables gens que je vais trouver ne m'ont jamais vue et ne me connaissent que sous bien peu de rapports. Je suis emplie de crainte car si je ne réussis pas auprès d'eux, je dois m'attendre à être un rebut pour le reste des hommes. Ne désespérez pas, vivre sans amis, c'est assurément vivre malheureux. Mais le cœur de l'homme qui est dégagé de tout intérêt particulier ne renferme qu'amour fraternel et charité. Ayez donc confiance et, si ces amis sont bons et aimables, ne perdez pas courage. Ils sont bons, il n'en est pas qui soient meilleurs. Mais hélas, ils sont prévenus contre moi. J'ai un bon naturel. Jusqu'ici ma vie a été innocente et quelquefois bienfaisante. Mais les personnes dont je vous parle sont aveuglées par un préjugé fatal et, au lieu de voir en moi un ami bon et sensible, elles ne voient qu'un monstre détestable. C'est un malheur, j'en conviens, mais vous n'avez aucun tort, ne pouvez-vous pas les détromper? Je vais l'essayer. C'est cette tentative même qui m'accable de tant de terreur. J'aime tendrement ces amis, sans être connue d'eux. J'ai pu pendant plusieurs mois connaître les attentions journalières qu'ils se prodiguent mutuellement, mais ils croient que je veux leur nuire et c'est ce préjugé que je désire détruire. Où demeurent ces amis? Près d'ici. Le vieillard garda le silence un moment et dit « Si vous voulez me confier sans réserve les détails de votre histoire, je vous serai peut-être utile pour les détromper. Je suis aveugle et ne puis vous juger sur votre figure. Mais il y a dans vos paroles un accent qui me garantit votre sincérité. Je suis pauvre et exilé, mais ce sera un véritable plaisir pour moi de pouvoir, en quelque manière, rendre service à une créature humaine. Homme excellent, je vous remercie et j'accepte votre offre généreuse. Votre bonté me rassure, votre secours me permet d'espérer que je ne serai pas chassé de la société de vos semblables, ni privé de leur intérêt. Dieu vous en préserve, quand bien même vous seriez criminel, car ce malheur seul pourrait vous conduire au désespoir et vous éloigner de la vertu. Moi aussi je suis malheureux, ma famille a été condamnée et elle était innocente. Jugez donc si je ne sens pas vos infortunes. Comment pourrais-je vous remercier, mon excellent et unique bienfaiteur? Vous êtes le premier homme qui m'ait fait entendre des paroles bienveillantes. J'en serai toujours reconnaissant. Votre humanité me garantit tout succès près des amis que je suis sur le point de voir. Puis-je connaître le nom et la demeure de ces amis? Je me tue. C'était le moment décisif où j'allais perdre ou obtenir à jamais le bonheur. Je m'efforçais de recueillir assez de fermeté pour lui répondre, mais cet effort épuisa toute la force qui me restait. Je tombais sur la chaise en sanglotant. Dans ce moment, j'entendis les pas de mes protecteurs. Je n'avais pas un moment à perdre. Je m'emparai de la main du vieillard et m'écriai « Voici le moment, sauvez et protégez-moi. Vous et votre famille, vous êtes les amis que je cherche. Ne m'abandonnez pas au moment de l'épreuve. » « Grand Dieu !» s'écria le vieillard. « Qui êtes-vous » Au même instant, la porte de la chaumière s'ouvrit. Félix, sa fille et Agathe entrèrent. Qui pourrait décrire l'horreur et la consternation dont ils furent saisis en me voyant? Agathe s'évanouit et sa fille, incapable de donner des soins à son amie, s'élança hors de la chaumière. Félix s'avança et, avec une force surnaturelle, m'arracha de son père au genou duquel je m'attachais. Dans un transport de fureur, il me renversa par terre et me frappa avec violence d'un bâton. J'aurais pu séparer ses membres aussi facilement que le lion déchire la gazelle. Mais j'avais le cœur oppressé par la plus amère douleur et je me retins. Il se disposait à me frapper de nouveau, mais, vaincu par la douleur et le désespoir,
Je quittai la chaumière et, sans être aperçu, je parvins au milieu du tumulte général à m'échapper jusque dans ma cabane. C'est triste. Chapitre 15. Maudit, maudit Créateur, pourquoi vivais-je? Pourquoi dans cet instant n'ai-je pas éteint l'étincelle d'existence que vous m'aviez si imprudemment donnée? Je ne sais. Le désespoir ne s'était pas encore emparé de moi. Mes sentiments étaient ceux de la rage et de la vengeance. J'aurais eu du plaisir à détruire la chaumière et ses habitants, et je me serais rassasié de leurs cris et de leurs malheurs. Dès que la nuit fut arrivée, je quittai ma retraite et je me mis à errer dans le bois. Là, cessant d'être retenu par la crainte d'être découvert, je donnais cours à mes tourments par des hurlements horribles. Semblable à une bête féroce qui a rompu ses liens, je détruisais les objets qui faisaient obstacle à mon passage et je traversais les bois avec la rapidité du cerf. Ah, que cette nuit fut affreuse pour moi! Les froides étoiles brillaient dans les cieux et semblaient insulter à mon malheur. Les arbres dépouillés agitaient leurs branches au-dessus de ma tête. De temps en temps, la douce voix d'un oiseau se faisait entendre au milieu du silence universel. Tout, excepté moi, jouissait du repos et du bonheur. Semblable au chef des démons, je portais l'enfer en moi-même, sans avoir son génie. Je voulais déraciner les arbres, répandre le ravage et la destruction autour de moi et, après avoir assouvi ma fureur, m'asseoir sur les ruines et en jouir. Je ne pus supporter ce dérèglement de sensations. Je me sentis accablé par l'excès de l'exercice auquel je m'étais livré, et je tombais sur la terre humide dans la faible impuissance du désespoir. Parmi les hommes, nul n'avait pitié de moi, nul ne me prêtait assistance. Devais-je amitié à mes ennemis? Non. De ce moment, je déclarai une guerre éternelle à l'espèce humaine, et surtout à celui qui, en me créant, me réduisait à ce malheur insupportable. Le soleil se leva, j'entendis des voix d'hommes et je jugeai impossible de retourner, ce jour-là, dans ma retraite. En conséquence, je me cachai dans quelques taillis épais, déterminé à passer le temps à réfléchir sur ma situation. Le doux éclat du soleil et l'air pur du jour me rendirent un peu la tranquillité. Je me rappelai ce qui s'était passé dans la chaumière et ne pus m'empêcher de croire que j'avais été trop prompt dans mes conclusions. J'avais certainement agi avec imprudence. Il était clair que ma conversation avait intéressé le père en ma faveur, et j'étais un insensé de m'être exposé à l'horreur de ses enfants. J'aurais dû habituer le vieux de Lacet à moi-même et ne me découvrir au reste de sa famille que lorsqu'elle aurait été préparée à me voir. Cette erreur ne me parut pas irréparable. Je méditais longtemps sur le parti que j'aurais à prendre et je m'arrêtai à celui de retourner à la chaumière, de m'adresser au vieillard et de le mettre dans ma cause par mes représentations. Ces pensées me calmèrent et me jetèrent vers l'après-midi dans un profond sommeil, mais l'agitation de mon sang ne me permettait pas d'être bercé par des rêves paisibles. L'horrible scène de la veille se représentait sans cesse à mes yeux. Les femmes fuyaient et Félix, empli de fureur, m'arrachait aux pieds de son père. Je me réveillais épuisé et profitais de la nuit qui était déjà venue pour sortir de ma retraite et pourvoir à ma nourriture. Après avoir apaisé ma faim, je dirigeais mes pas vers le sentier bien connu qui conduisait à la chaumière. Tout était tranquille. Je rentrai dans ma cabane et me mis à attendre l'heure à laquelle la famille avait coutume de se lever. Cette heure se passa, le soleil s'éleva dans les cieux et les habitants de la chaumière ne paraissaient pas. Je tremblais avec violence, dans la crainte de quelque malheur affreux. L'intérieur de la chaumière était sombre, aucun mouvement ne se faisait entendre. Je ne puis décrire l'agonie de cette attente.
Dans ce moment, 2 paysans vinrent à passer, s'arrêtèrent auprès de la chaumière et causèrent ensemble en faisant des gestes violents. Mais je ne comprenais pas un mot de leur conversation, parce qu'ils parlaient la langue du pays qui différait de celle de mes protecteurs. Bientôt après, cependant, Félix s'approcha d'un autre homme. Je fus surpris de voir qu'il n'avait pas quitté la chaumière ce matin-là. J'en eus même quelque inquiétude. Je prêtai une oreille attentive pour découvrir dans ce qu'il dirait le motif de ces visites inaccoutumées. « Faites-vous attention, lui dit son compagnon, que vous serez obligé de payer un loyer de 3 mois et de perdre le produit de votre jardin. Je ne désire pas profiter d'un avantage injuste, et je demande en conséquence que vous preniez quelques jours pour penser votre détermination. Pour peser votre détermination. » « C'est tout à fait inutile, répondit Félix. Nous ne pouvons plus désormais habiter votre chaumière. La vie de mon père est dans le plus grand danger à cause de l'événement affreux que je vous ai raconté. Ma femme et ma sœur ne reviendront jamais de leur terreur. Ne raisonnons pas davantage sur ce sujet. Prenez possession de votre bien et laissez-moi quitter ce lieu. » Félix tremblait violemment en parlant ainsi. Il entra, suivi de ses compagnons, dans la chaumière et partit au bout de quelques minutes. Depuis, je n'ai jamais vu personne de la famille de M. de Lassay. Pendant le reste du jour, je restais dans ma cabane, accablé par un désespoir profond et stupide. Mes protecteurs étaient partis et avaient rompu le seul lien qui m'attachait au monde. Pour la première fois, mon cœur se remplit de sentiments de vengeance et de haine. Au lieu de chercher à les comprimer, je me laissai emporter par le torrent, abandonnant mon esprit aux idées du mal et de la mort. Si je me rappelais mes amis, la voix douce de M. de Lassay, les yeux attrayants d'Agathe et la beauté merveilleuse de l'Arabe, ces sombres pensées se dissipaient et un torrent de larmes coulait de mes yeux. Mais aussitôt que je reportais ma pensée sur le mépris et l'abandon dans lequel je me trouvais, ma colère se tournait en rage. Dans l'impuissance de nuire à aucun objet humain, je dirigeais ma fureur sur des objets inanimés. À l'approche de la nuit, je plaçai une grande quantité de combustible autour de la chaumière et, après avoir détruit tout vestige de culture dans le jardin, j'attendis avec la plus grande impatience que la lune fût couchée pour commencer mes opérations. Lorsque l'obscurité se fit, un vent terrible s'éleva et dispersa promptement les nuages qui couvraient le ciel. Ce vent, dont la force semblait égaler celle de l'avalanche, bouleversa mon esprit et brisa toute ma raison. J'allumai une branche d'arbre sèche et je tournai avec fureur autour de la chaumière maudite, les yeux incessamment fixés sur l'ouest de l'horizon dont la lune touchait presque le bord. Une partie de son orbe fut enfin cachée et je brandis ma branche. La lune disparut et je mis le feu en poussant un cri à la paille, aux bruyères et aux genêts que j'avais rassemblés. Le vent augmenta la violence du feu et la chaumière fut aussitôt enveloppée et dévorée par les flammes. Dès que je fus convaincu qu'aucun secours ne pourrait sauver quelque partie de l'habitation, je me retirai, me dirigeant vers le bois où je cherchais un asile. À présent que j'avais le monde devant moi, où devais-je porter mes pas? Je résolus de fuir loin du théâtre de mes malheurs, mais, pour moi, haï et méprisé, tous les pays étaient également horribles. Enfin, je pensai à vous. J'appris par vos papiers que vous étiez mon père, mon créateur. À qui pouvais-je mieux m'adresser qu'à celui qui m'avait donné la vie? Félix, qui avait appris beaucoup de choses à sa fille, n'avait pas oublié de lui faire connaître la géographie. De cette manière, j'avais appris les situations respectives des différentes contrées de la terre. Vous aviez indiqué que Genève était votre patrie. Je résolus de porter mes pas vers cette ville.
Comment faire pour m'orienter? Je savais qu'il fallait voyager dans une direction sud-ouest pour arriver à ma destination. Mais je n'avais d'autre guide que le soleil. Je ne connaissais pas les noms des villes que j'avais à traverser et je ne pouvais demander de renseignements à aucun être humain. Malgré ces difficultés, je ne perdis pas espoir. Je ne pouvais attendre de secours que de vous qui ne m'inspirez d'autres sentiments que celui de la haine. Qui ne m'inspiriez d'autres sentiments que celui de la haine. Créateur insensible et lâche, vous m'aviez doué de sens et de passion et jeté dans le monde comme un objet de mépris et d'horreur pour l'espèce humaine. Votre pitié et votre justice étaient les seuls auxquels je pusse prétendre et je me déterminais à réclamer de vous cette justice qu'il eût été vain d'aspirer à obtenir de tout autre être humain. Mes voyages furent longs et mes souffrances cruelles. L'automne était avancé lorsque je quittais le lieu qui m'avait si longtemps servi de résidence. Je ne voyageais que de nuit, dans la crainte de rencontrer l'homme. La nature dépérissait autour de moi et le soleil devint sans chaleur. La pluie et la neige tombaient de toutes parts. De grands fleuves étaient gelés. La surface de la terre était triste, glacée et nue, et je ne trouvais aucun asile. Ah, terre! Combien de fois ai-je vomi des imprécations contre celui qui m'avait créé? Je n'avais plus la même douceur de caractère, je n'avais plus que fiel et amertume. Plus j'approchais de votre habitation, plus je sentais profondément dans mon cœur le désir de la vengeance. Je ne me reposais pas malgré la neige et la glace. Quelques incidents et une carte du pays qui était tombée entre mes mains servirent à me diriger. Mais souvent je m'égarais de mon chemin. L'horreur de mon désespoir ne me laissait aucun repos. Chaque incident était un motif nouveau de rage et de malheur. Mais une circonstance que je vais rapporter redoubla l'amertume et l'horreur de mes sentiments. J'étais arrivée sur les confins de la Suisse. Le soleil avait déjà plus de chaleur et la terre commençait à se couvrir d'une nouvelle verdure. J'avais coutume de me reposer pendant le jour, de ne voyager que de nuit pour éviter l'aspect de l'homme. Un matin cependant, comme j'avais à traverser un bois profond, je hasardai de continuer mon voyage après le lever du soleil. C'était un des premiers jours du printemps. Le charme du soleil resplendissant et la fraîcheur embaumée de l'air m'inspirèrent un sentiment de joie. Je sentis renaître dans mon cœur des émotions douces et agréables qui depuis longtemps paraissaient éteintes. Presque surpris par la nouveauté de ces sensations, je me sentis entraînée jusqu'au point d'oublier ma solitude et ma difformité. J'osais même goûter un moment de bonheur. De douces larmes arrosèrent mes joues et mes yeux humides se levèrent avec reconnaissance vers l'astre bienfaisant auquel je devais une semblable jouissance. Je continuai à suivre les sentiers du bois jusqu'à sa limite, marquée par une rivière dont le lit paraissait profond et le cours rapide, et dont les bords étaient ombragés par une grande quantité d'arbres déjà verdoyants. Je m'arrêtai dans cet endroit, sans savoir exactement quel chemin je suivrais lorsque j'entendis des voix qui me forcèrent à me cacher sous l'ombre d'un cyprès. J'étais à peine sous cet arbre qu'une jeune fille vint en courant vers l'endroit que j'avais choisi. Elle riait comme si elle fuyait quelqu'un pour badiner. Elle continua sa course le long des bords escarpés du fleuve, mais, venant tout à coup à glisser, elle tomba dans l'eau. Je m'élançai de ma retraite et, après avoir longtemps lutté contre la force du courant, je parvins à la sauver et à l'amener sur le rivage. Elle était sans connaissance et j'essayais de la ranimer par tous les moyens possibles lorsque je fus brusquement interrompue par l'approche d'un paysan. Probablement celui qu'elle avait fui en jouant. À ma vue,
Il s'élança vers moi, arrachant la jeune fille de mes bras et courut vers la partie la plus épaisse du bois. Je le suivis aussitôt et presque machinalement, mais en me voyant approcher, l'homme ajusta sur moi le fusil qu'il portait et vif. Je tombai et il s'échappa dans l'épaisseur du bois avec une rapidité décuplée. Telle était donc la récompense de ma bonté. J'avais sauvé de la mort un être humain et, pour récompense, je souffrais désormais d'une blessure qui avait déchiré la chair jusqu'aux os. Les sentiments de bonté et de douceur qui m'avaient animé peu d'heures auparavant firent place à une rage infernale et à des mouvements convulsifs. Enflammé par la souffrance, je vouais une haine éternelle à toute l'espèce humaine en méditant de terribles vengeances. Mais l'irritation de ma blessure m'accabla, suspendit les mouvements de mon pouls et me fit perdre les sens. Pendant quelques semaines, je traînais ma malheureuse vie dans les bois, cherchant à soigner la blessure que j'avais reçue. La balle était entrée dans mon épaule et je ne savais si elle y était restée ou si elle avait traversé tout mon corps. Quoi qu'il en fût, je n'avais aucun moyen de l'extraire. Mes souffrances s'aggravaient encore du sentiment oppressif de l'injustice et de l'ingratitude qui en était la cause. Dans mes vœux journaliers, je demandais vengeance, une vengeance entière et terrible qui seule pourrait tenir lieu des outrages et des angoisses que j'avais soufferts. Après quelques semaines, ma blessure se guérit et je continuais mon voyage. Mes souffrances ne devaient plus être adoucies par l'éclat du soleil ou les douces brises du printemps. La joie n'était plus qu'une ironie qui insultait mon désespoir et me faisait sentir plus péniblement que je n'étais pas destinée à connaître le bonheur. J'approchais cependant du terme de mon voyage. 2 mois plus tard, j'arrivais dans les environs de Genève. C'était le soir. Je me cachais dans les champs qui entourent cette ville pour songer de quelle manière je m'adresserais à vous. J'étais accablé par la fatigue et la faim, et beaucoup trop malheureux pour jouir des douces brises du soir ou de la vue du soleil qui se couchait derrière les imposantes montagnes du Jura. Un soleil léger m'arracha en ce moment à mes tristes réflexions, mais il fut bientôt troublé par l'approche d'un bel enfant qui vint, en courant, et avec toute la gaieté de son âge, dans la retraite où je m'étais placée. Tout à coup, en le voyant, j'eus la pensée que cette petite créature était sans prévention et avait vécu trop peu de temps pour avoir horreur de la difformité. Si, donc, je pouvais le prendre et l'élever comme mon compagnon et mon ami, je ne serais plus solitaire sur cette terre peuplée. Cédant à cette pensée, je saisis l'enfant au passage et le tirai vers moi. À ma vue, il couvrit ses yeux de ses mains et poussa un cri d'effroi. J'ôtai de force la main qu'il tenait sur sa figure et je lui dis « Enfant, que crains-tu? Je n'ai l'intention de te faire aucun mal. Écoute-moi. » Il se débattait avec violence. « Laisse-moi m'en aller, s'écria-t-il. « Monstre, vilain méchant, tu veux me manger et me déchirer en morceaux. Tu es un ogre, laisse-moi m'en aller ou je le dirai à papa. Mon enfant, tu ne reverras plus ton père, il faut que tu viennes avec moi. Monstre affreux, laisse-moi partir, mon papa est syndic, c'est monsieur Frankenstein. Il te punirait si tu osais me retenir. Frankenstein. Tu appartiens donc à mon ennemi, à celui de qui j'ai juré de tirer vengeance. Tu seras ma première victime. » L'enfant se débattait encore et me chargeait d'épithètes qui portaient le désespoir dans mon cœur. Je lui pris le cou pour l'empêcher de crier, et je le vis aussitôt tomber mort à mes pieds. En contemplant ma victime, j'avais le cœur gonflé de joie et fier d'un triomphe infernal. Je frappais des mains en m'écriant « Moi aussi, je puis porter la désolation. Mon ennemi n'est pas au-dessus de mes atteintes. Cette mort le jettera dans le désespoir et 1000 autres malheurs pourront l'affliger et l'accabler. » En fixant mes yeux sur l'enfant,
J'aperçus un objet qui brillait sur sa poitrine. Je le pris. C'était le portrait d'une femme très séduisante. Tout pervers que j'étais, j'en fus transporté et je m'adoucis. Je contemplais un moment avec délice ses yeux noirs ombragés par de longs cils et ses lèvres gracieuses. Mais bientôt ma rage revint et je me rappelai que j'étais à jamais privée du bonheur que l'on peut attendre d'aussi belles créatures, que celle dont je contemplais l'image changerait, en me regardant, cet air divin de bonté en une expression de dégoût et d'effroi. Serez-vous surpris que de telles pensées me transportassent de rage? Je m'étonne seulement que dans ce moment, au lieu de donner cours à mes sentiments en exclamations et en désespoir, je ne me sois pas précipitée au milieu de l'espèce humaine et que je n'ai pas péri en essayant de la détruire. Accablée par ces sentiments, je quittai le lieu où j'avais commis le meurtre. Je cherchais une retraite plus à l'écart lorsque je vis une femme passer auprès de moi. Elle était jeune, pas aussi belle que celle dont je tenais le portrait, mais d'un aspect agréable et brillant de tout l'éclat de la jeunesse et de la santé. Voici, pensai-je, une de celles qui sourit pour tout le monde, excepté pour moi. Elle n'échappera pas, grâce aux leçons de Félix et aux leçons de Félix et aux lois sanguinaires de l'homme, j'ai appris à préparer le mal. Je m'approchai d'elle sans en être vue, et mis le portrait dans une poche de son vêtement. Pendant quelques jours, j'allais souvent à l'endroit où ces scènes avaient eu lieu. Tantôt j'avais le désir de vous voir, tantôt j'étais résolue à quitter pour toujours le monde et ses misères. Enfin je vins dans ces montagnes et j'errais dans leurs immenses solitudes, consumée par une passion brûlante que vous seul pouvez satisfaire. Nous ne nous séparerons pas, que vous n'ayez promis de consentir à ma requête. Je suis seul et malheureux. L'homme ne veut pas m'admettre dans sa société, mais un être aussi difforme et aussi horrible que moi ne me repousserait pas. Ma compagne doit avoir le même extérieur et les mêmes défauts. Votre devoir est de la créer. Et voilà, c'est la fin du chapitre 15. Je suis désolée pour cette lecture tout en fatigue, en hésitation et en bâillement. Nous arrivons bientôt à la fin quand même de Frankenstein. Je vous remercie beaucoup. Alors j'aurai une ou deux chansons. J'ai pensé à 2 chansons pendant que je lisais. Mais je connais pas bien les paroles. Alors je vais pas vous les chanter aujourd'hui, tant pis. Tant pis, pas de chanson. En plus je suis trop fatiguée, honnêtement. Ça ne donnera rien. Déjà que d'habitude, quand je suis en forme, le résultat est... Enfin, il est tel qu'il est. Ça me fait plaisir de chanter, mais quand je suis fatiguée comme ça, c'est difficile. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle et une douce nuit. Je me la souhaite aussi à moi aussi. Je me la souhaite aussi, tout simplement. Et voilà, faisons de beaux rêves, j'ai envie de dire. Je vous dis à très bientôt pour la suite de Frankenstein. Suite, je vais dire suite et fin, mais quand même, je vais prendre un peu de temps. Voilà, je vous remercie beaucoup. À très bientôt et prenez soin de vous. Voilà, merci.